Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici un sujet qui m'a été vraiment beaucoup demandé. Vous avez été très nombreux à me suggérer ce sujet. Parle-nous des psychopathes, parle-nous de la psychopathie. Qu'en est-il de notre cher pervers narcissique? Effectivement, quand on a en face de soi un pervers narcissique, on se dit « j'ai forcément affaire à un psychopathe ». Et parfois, effectivement, les seules références que nous avons pour comprendre ce que serait éventuellement un psychopathe, ce sont les films. Alors attention, ne vous en référez pas à la littérature romanesque ou aux films justement. Pourquoi? Parce que les films vont présenter une image du psychopathe qui n'est pas forcément vraie en fait. Alors il faut savoir que quand on est en psychiatrie lourde, on ne parle pas vraiment de psychopathe. Certains vont dire « Ah non, on appelle ça plutôt un sociopathe ». Eh ben non, on n'utilise pas non plus ce terme-là en psychiatrie lourde. Je parle des professionnels. Les professionnels n'utilisent pas ce terme-là, bien que peut-être il serait intéressant d'intégrer le terme de psychopathe dans le DSM. Dans le DSM, on parle du trouble antisocial et pas de psychopathie et certainement encore moins de sociopathie. Parce que ce terme sociopathie serait plutôt défini en fonction du regard de la société. Et c'est vrai que quand on parle du trouble antisocial, on parle de quelqu'un qui finalement ne respecte pas les normes sociales, les lois sociales, donc qui généralement a affaire à la loi. Parfois de façon répétitive, parfois pas. Parce que justement, étonnamment, ce qui pourrait aider ce type de trouble ou de personnes qui souffrent de ce type de trouble comportemental, je vais expliquer pourquoi je dis que c'est comportemental, c'est que justement, parfois, être incarcéré va les aider à se guérir, à se soigner. Souvent parce qu'on va mettre le doigt à ce moment-là sur un trouble et c'est à ce moment-là que la personne peut être suivie et peut être traitée. Donc, autrement dit, dans le milieu carcéral. Je dis pas que c'est une bonne méthode forcément, je dis que ça peut avoir des effets positifs. Mais seulement et seulement si l'incarcération n'est pas trop longue, ne dépasse généralement pas 1 an. Au-delà, ça n'a pas le même impact. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un trouble qui finalement effectivement se diagnostique à l'âge adulte, mais se voit déjà durant l'enfance, avec des troubles de conduite qui sont très marqués, qui sont déjà présentes généralement chez le jeune enfant. Qu'est-ce qu'on entend par jeune enfant? C'est avant l'adolescence. Parce que durant l'adolescence, eh bien, c'est couramment rencontré chez certains ados, ils vont contester certaines règles sociales et donc ce n'est pas pour ça que c'est quelqu'un qui sera antisocial. On remarque au contraire que les personnes qui vont être de vrais psychopathes, de lourds psychopathes, vont être des personnes qui ont déjà eu ce comportement-là durant l'enfance. Donc, quand vous pensez à psychopathe, vous pensez peut-être à une personne qui, durant l'enfance, était déjà en train de maltraiter ses camarades de classe, ses frères et sœurs, en faisait voir de toutes les couleurs à ses parents éventuellement. Et c'est pas faux. Donc ça veut dire qu'effectivement, on retrouve dans la psychopathie, bien que le DSM n'utilise pas ce terme, dans le trouble antisocial, je préfère utiliser ce terme-là, on retrouve effectivement des comportements anormaux durant l'enfance avec beaucoup d'agressivité par rapport aux autres et de non-respect des règles des autres, donc des lois sociétales, donc non-respect des autres, mais aussi des objets des autres. Ça peut être aussi justement déjà des atteintes physiques aux autres, notamment parfois aussi des comportements déviants sexuellement. Et vous allez me dire, c'est très alarmant chez un jeune enfant, un enfant de 7, 8, 9 ans, si on voit déjà ça, eh bien à ce moment-là, il ne faut pas traîner. Et généralement, c'est un enfant qui ne va pas avoir intégré les lois sociales, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Le problème, c'est vraiment comportemental. D'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'un manuel
qui est censé faire des diagnostics médicaux, parle plutôt d'un trouble de comportement. Donc d'un comportement qui est observable à l'extérieur, mais qui n'est peut-être pas lié. En fait, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû. Les origines sont très peu connues, même si nous avons beaucoup d'études sur le sujet. On ne sait pas exactement pourquoi une personne devient psychopathe. Est-ce qu'il y a des tendances génétiques, un dysfonctionnement neurologique, un dysfonctionnement hormonal, puisque on remarque qu'effectivement, ce sont des enfants qui ont déjà plus d'hormones, de doses d'hormones dans leur corps. On va voir effectivement que possiblement au niveau des IRM, il y a aussi des tendances particulières avec moins d'inhibition des pulsions. Donc ce sont des personnes beaucoup plus impulsives et c'est peut-être pas ce que vous pensiez du psychopathe. Quand on a une image qui correspond à celle que l'on voit dans les films, c'est plutôt la personne calme, qui va tout calculer, qui va se gérer, qui va même avoir peut-être une super vie en surface et derrière, qui est capable de commettre des atrocités. Il faut savoir que généralement, ces personnes-là vont plutôt essayer de sortir une tension, une frustration, de la colère et des angoisses. Ce ne sont pas des personnes qui vont bien, à l'inverse de ce qu'on voit dans les films, ce sont plutôt des personnes qui peuvent même avoir beaucoup d'émotions, beaucoup d'impulsivité. Donc quelqu'un de très sensible pourrait être un psychopathe. Or, généralement, c'est pas ce qu'on croit. On pense que quelqu'un de très sensible peut être quelqu'un de bien et n'est que quelqu'un de bien et ne peut pas être justement très très agressif. Or, c'est pas ce qu'on retrouve. Mais effectivement, c'est un trouble qui se déploie principalement dans les jeunes années, qui a sa source au niveau de l'enfance et qui pourrait déjà être traité enfant. Malheureusement, la plupart de ces enfants-là ont des référents. Quand on parle de référents, ça peut être un éducateur, ça peut être des grands-parents, des parents, ça peut être même des frères et sœurs qui sont plus âgés. En fait, ils manquent de référents. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à intégrer les lois. Ils vont les contester parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils vont extérioriser leur angoisse, leur mal-être. Généralement, on trouve des familles hyper dysfonctionnelles à l'origine de ça. Généralement, d'ailleurs, dans les troubles mentaux lourds, on trouve des dysfonctionnements, de la maltraitance très souvent. Et on ne réagit pas tous de la même manière parce que, l'être humain ne peut pas être réduit à « tiens, il s'est passé ça, donc ça a telle conséquence ». On n'étudie pas un objet, on étudie quelqu'un qui est vivant. Ça, faut bien le comprendre aussi. Le trouble antisocial, du coup, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui vont, du coup, aller contre les autres, contre la liberté des autres. Ce sont des personnes qui, justement, vont essayer de les maîtriser, vont beaucoup les manipuler et n'ont pas de remords, n'ont pas ce qu'on appelle une conscience. Généralement, on associe le psychopathe à quelqu'un qui n'a pas d'émotion par rapport aux autres, pas de conscience. Et qui, justement, se fiche pas mal de faire du tort aux autres. Et généralement, on les retrouve effectivement dans des situations assez tragiques. On les retrouve en prison parce qu'ils ont effectivement fait du tort aux autres, dans ce cas-là. Mais on va les mettre à l'écart au niveau de la société. Donc c'est la société qui, quelque part, définit ces troubles du comportement. Tout ça, c'est anormal, c'est quelqu'un qui est révolté, c'est quelqu'un aussi qui, et ça on n'y pense pas forcément, qui a tendance à se mettre en danger lui-même, qui ne va pas respecter sa propre santé, qui va faire des choses qui sont risquées pour elle-même. C'est quelqu'un qui, du coup, va aussi être beaucoup plus facilement sujet au suicide. Ça non plus, c'est pas ce qu'on pense des psychopathes. C'est aussi quelqu'un qui, du coup, prend beaucoup de risques. Par exemple, conduire très vite en voiture, avoir des comportements addictifs, de la toxicomanie et de l'alcool. On va voir aussi beaucoup d'agressivité par rapport aux autres. Donc ils ont beaucoup d'ennemis parce qu'ils se disputent avec tout le monde, ils se battent avec tout le monde. Ils sont à l'origine de beaucoup de problèmes. Ce sont aussi des personnes qui finalement vont être très seules. Généralement, on voit le psychopathe comme quelqu'un qui a réussi professionnellement, qui a réussi au niveau familial, mais qui derrière a une double vie. En réalité, beaucoup de psychopathes n'arrivent pas à avoir des vies qui sont vraiment établies au niveau du couple, à avoir une vie de famille, à avoir
un boulot qui va être vraiment stable. Et attention, je n'ai pas dit que si vous n'avez pas de boulot stable ou si vous n'avez pas de couple, d'enfants, etc., vous êtes forcément psychopathe. C'est pas ce que je dis du tout. Donc, faut pas faire de raccourcis. La psychopathie, c'est un ensemble d'éléments, plus exactement de comportements, qui va nous faire dire que cette personne, il y a vraiment un problème sociétal. Donc, il y a un problème d'intégration sociale. Cette personne n'a pas intégré les normes et ne les respecte pas. C'est comme quelqu'un qui serait constamment en révolte et qui ne sait pas du tout gérer ses émotions, qui va réagir constamment en étant hyper agressif, hyper en colère, en faisant n'importe quoi, en consommant, etc. Et c'est très difficile de faire la part des choses entre eux. Ça, c'est dû à la consommation d'alcool, de drogue, etc. Et ça, c'est dû à une éventuelle maladie mentale. Ce qui me dérange dans cette classification, c'est que généralement, la maladie mentale, c'est plutôt, tiens, cette personne fonctionne comme ça, raisonne comme ça, etc. et comme ça. Or, ici, on voit, c'est plutôt quelqu'un qui se comporte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont juste des comportements. Donc ça veut dire qu'on peut tous avoir des périodes où on se comporte moins bien par rapport à la société. Ça ne fait pas non plus forcément de nous quelqu'un qui a un trouble de personnalité antisociale. Donc il faut vraiment regarder sur une longue durée. Le problème de ce trouble-là, c'est que c'est extrêmement compliqué de guérir ça, sauf dans la plus petite enfance. En fait, c'est un trouble qui se développe tellement, qui s'enracine tellement au fur et à mesure des années, qui va faire en sorte que la personne, elle va tout le temps interpréter les comportements des autres comme étant hyper agressifs. C'est quelqu'un généralement qui est très paranoïaque par rapport aux autres, donc au niveau relationnel, et qui du coup se sent très vite agressé, qui du coup va réagir très très fortement, et c'est quelqu'un qui évidemment est centré sur lui-même, qui se regarde finalement lui-même et qui regarde ses intérêts à lui. Et parfois aussi, ça peut être quelqu'un qui porte atteinte à son intégrité ou qui va mettre en danger d'autres personnes comme ses enfants, son épouse, son mari. Donc généralement, c'est un trouble qu'on retrouve beaucoup plus chez les hommes. En fait, c'est quasi tout le temps masculin. Alors on va me dire, tu fais du sexisme. Non, non, il y a d'autres troubles où effectivement c'est peut-être à tendance un peu plus féminine, comme le trouble de personnalité borderline. C'est un peu plus présent en tout cas chez les femmes. On l'identifie plus chez les femmes, mais effectivement, il y en a chez les hommes et chez les femmes. Alors effectivement, les femmes peuvent être psychopathes, mais c'est très très rare. Alors, on peut se poser la question aussi, est-ce que justement, c'est pas la société qui pousse plus les hommes que les femmes à se comporter comme ça, justement? Ça pourrait être une réponse, et je mets ça entre très gros guillemets, parce que comme je l'ai dit, on n'en connaît pas l'origine. On sait juste que c'est un gros trouble qui démarre dans l'enfance, que effectivement, l'idée qu'on en a, et là, elle est juste, le psychopathe n'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui est tout le temps stoïque et qui est tout le temps, quelqu'un qui est très franc. C'est quelqu'un qui va cacher en fait le fait qu'il ne sait pas faire certaines choses en étant très franc d'apparence. Donc c'est quelqu'un qui va aussi jouer des apparences, qui va intimider les autres, qui va les manipuler, qui va beaucoup mentir, tricher. Essayer de duper l'autre parce qu'ils n'ont pas le sens moral. Retenez ça, c'est la morale est manquante. Ils n'ont pas intégré le sens moral de la société. Donc ça va plus loin que juste de ne pas avoir intégré les règles sociales. Donc on connaît tous les règles sociales et on sait tous quand on les respecte ou non. Mais on a aussi en plus notre morale qui fait que même si on est tout seul, que personne ne nous observe, généralement on ne va pas se conduire de façon amorale. Parce que justement, on a intégré que c'était pas quelque chose à faire et peut-être même c'était œuvrer contre soi. Quand on fait du tort aux autres, généralement on sait qu'on œuvre contre soi. Et c'est pour ça qu'on va aller aussi respecter quelqu'un qu'on ne connaît même pas, de qui on n'attend pas forcément quelque chose, mais on préfère respecter cette personne en se disant je sais que c'est meilleur pour moi. Ça me garantit que l'ambiance sera meilleure, que je vais mieux me sentir que si je vais agresser quelqu'un, par exemple. Donc on choisit généralement de ne pas aller contre justement les autres, contre leurs droits. On parle bien d'un droit, tandis que les psychopathes justement ne respectent pas le droit des autres. Ils vont même être vraiment dans la négligence des autres, dans l'agressivité par rapport aux autres, dans la violence par rapport aux autres, et sans remords.
Ce qui est assez surprenant, c'est justement qu'il n'y a pas de remords. Alors, quand on parle du trouble antisocial, on peut voir des degrés. Il y a certaines personnes qui, à certains moments, n'ont pas de remords du tout, mais à d'autres moments, vous commencez à en avoir. Donc, il y a des degrés. L'extrême, c'est le psychopathe, c'est-à-dire vraiment, et c'est pour ça que ça demanderait une catégorie à part entière, c'est vraiment une personne qui ne ressent rien pour les autres, qui va rester en mode agressif, voire même qui jouit de faire mal aux autres. Donc de contester les lois de tous, de se permettre de s'autoriser à faire des choses que les autres ne s'autorisent pas à faire. Mais c'est aussi quelqu'un qui va s'agresser lui-même, et ça, c'est généralement pas l'image qu'on a d'un psychopathe. Parce que c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, peut mettre sa santé physique vraiment en danger, qui va négliger les soins médicaux notamment, donc de se donner des soins médicaux adéquats, qui peut négliger sa santé en surconsommant aussi, et du coup qui aura statistiquement une vie plus courte. Parce qu'il y a plus d'accidents, il y a plus d'opérations, il y a plus justement d'accidents de vie dans le sens accident de voiture ou bien tomber d'une falaise ou bien justement avoir des bagarres qui ont comme impact des coups de poing et parfois plus, donc armes blanches, etc. Donc il y a des blessures qui parfois engagent justement la vie de la personne. Et puis aussi les règlements de compte possibles, le fait de se comporter un peu comme un caïd, justement aller ennuyer les autres, etc. Eh bien, ça pousse certaines personnes à leur faire justice. Et donc, du coup, effectivement, ils ont plus des vies chaotiques, des vies compliquées. Et même quand, en fait, la personne avance en âge, on se rend compte que à 40-50 ans, il y a quelque chose de l'ordre de ces conduites-là, ça pèse un petit peu. Alors je dis un petit peu parce que ça ne veut pas dire que la personne est forcément normale. Ça veut dire que du point de vue de la société, on va plus voir forcément des comportements tels que ceux-là. Peut-être parce que la personne se dirige plus sur la sphère familiale ou sur les voisins. Donc c'est quelqu'un qui va être difficilement fréquentable. Croyez-moi, vous ne voudriez pas avoir ce type de personne dans votre vie. Parce que c'est extrêmement, extrêmement difficile à vivre pour l'entourage. Mais socialement parlant, on va moins facilement les mettre en prison à ce moment-là parce que justement, il y aura moins de conduites répréhensibles où elles seront beaucoup plus restreintes et cachées. Ce qu'on remarque, c'est que donc ce trouble-là, ces comportements-là, ils sont capables d'améliorer leur comportement. Et effectivement, il y a possibilité que la personne évolue dans le bon sens tout de même. Maintenant, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas changer et qui, justement, ne changent que quand ils ont affaire à la justice. Du coup, le trouble antisocial, c'est un des troubles les plus compliqués à gérer et à traiter. Donc, en réalité, retenez ceci, c'est que la psychopathie en tant que telle, elle n'existe pas dans le DSM. Donc, le psychiatre ne parle généralement pas du psychopathe ou du sociopathe, même si on sait ce que ça représente. Mais d'un point de vue clinique, d'un point de vue vraiment de poser des diagnostics, on ne peut pas poser le diagnostic de psychopathe à quelqu'un, puisqu'on n'a pas en fait vraiment un profil diagnostique à ce niveau-là. Donc on va parler de trouble antisocial. Le trouble antisocial, il peut aller d'un extrême à l'autre. Certaines personnes vont se conduire comme ça, effectivement. Et il ne s'agit pas juste d'avoir des comportements déplacés durant l'adolescence. C'est quelque chose qui s'observe déjà enfant et qui continue à l'âge adulte. Donc effectivement que ce sont des personnes qui vont maltraiter les autres, qui ne vont pas tenir compte des lois, des règles, qui vont faire tout et n'importe quoi, qui vont voler, détruire, qui vont le faire par rapport aux autres, mais aussi par rapport à leurs biens, aux objets des autres, ou qui vont faire ça parfois aussi dans un travail. Donc autrement dit, c'est pas quelqu'un qui va être loyal, c'est quelqu'un qui ment tout le temps, qui triche tout le temps et qui s'amuse de ça. Parfois, ils le font juste parce qu'ils trouvent ça amusant. Il n'y a pas vraiment de morale et il n'y a pas vraiment ce côté, comme on voit dans les films, j'ai tout calculé à l'avance. En fait, souvent, ils sont très impulsifs. Ils sont parfois aussi très émotifs pour certains. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des degrés, qu'il y a des nuances. Que c'est un peu comme le trouble de personnalité narcissique. Eh bien, là aussi, il y a des nuances.
on peut être très fortement narcissique, mais déjà l'être un peu, ça va être assez destructeur pour la personne. Quand on parle des pervers narcissiques, on parle justement de ces deux troubles-là combinés. C'est d'un côté, je ne respecte pas l'autre, je me fiche de l'autre, je n'ai pas de morale et quelque part même je prends plaisir à la voir souffrir. C'est vraiment le côté antisocial. Je ne respecte pas les règles du jeu, je mange, je triche, j'accable l'autre, je lui fais mal et je recommence. Je n'ai pas honte à faire ça, je ne me culpabilise pas de faire ça, je pense que je suis au-dessus, que je suis plus grand, plus fort. Et justement, cette personne essaye de compenser un narcissisme blessé. Et donc c'est pour ça que ça se combine très bien avec le trouble de personnalité narcissique. Et quand on a ces deux troubles combinés, eh bien on a notre cher pervers narcissique. Donc c'est comme ça qu'on le trouve dans le DSM. Donc c'est pas sous la dénomination trouble de la personnalité pervers narcissique, non, ça n'existe pas. On ne trouve pas non plus la psychopathie, donc dans les troubles psychiatriques, on ne trouve pas ça non plus. Effectivement, beaucoup de professionnels d'ailleurs, à juste titre, se posent la question est-ce que c'est un vrai diagnostic que d'établir un diagnostic sur des comportements. Effectivement, il y a un vrai trouble puisqu'il y a un impact pour la personne qui est profond. Généralement, ils n'arrivent pas à construire une vie. Quand ils vont un peu mieux, généralement, ils vont vivre en marge de la société pour ne plus être justement visibles, ne plus avoir affaire à la justice, parce que ça, ils ont appris qu'effectivement, c'est pas ce qu'ils souhaitaient, parce qu'ils ont des conséquences de ça. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont sympathiques, qu'ils sont devenus des personnes que vous auriez envie de fréquenter. Et donc, on est assez loin finalement de ce qu'on voit dans les films. Et certains psychopathes ne font jamais vraiment du tort aux autres au point de se retrouver incarcérés ou au point d'être vraiment criminels. Donc il y a vraiment tous les degrés. Il y a des psychopathes qui effectivement le sont et se fichent pas mal des autres, sont indifférents aux autres, mais ne leur font pas forcément vraiment du tort. Donc il y a des degrés et donc vraiment, poser un diagnostic, c'est quelque chose qui est complexe. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, laissez ça au psychiatre. Ne posez jamais de diagnostic sur les autres. Vous pouvez vous faire des idées. Moi, ce que je veux ici, c'est vous donner des points de repère pour vous dire ça c'est normal, ça c'est pas normal. Ça, vous devez peut-être vous remettre en question un petit peu. Là, non, vraiment, il n'y a rien à faire. Partez, c'est mieux pour vous, protégez-vous. J'ai beaucoup parlé des relations toxiques en mode protégez-vous. Évitez ce type de relation-là, vous méritez mieux parce que c'est vrai et la plupart des gens n'ont pas de troubles de personnalité, n'ont pas de troubles psychiatriques, vont avoir peut-être des petites choses telles qu'une dépression. Alors je dis pas qu'il n'y a pas une vraie souffrance derrière, mais la plupart des gens se remettent de leur traumatisme. On peut avoir été traumatisé avec des conséquences lourdes pourtant. Donc un traumatisme, c'est quelque chose de grave qui arrive aussi durant l'enfance, mais la personne a trouvé moyen de dépasser ça. Donc la plupart des gens sont résilients. La plupart des gens ont beaucoup de force au fond d'eux et ignorent leur propre force. Et c'est aussi pour mettre en lumière votre force intérieure que j'ai fait cette chaîne. C'est pour vous dire que vous êtes toujours plus que ce que vous croyez, que ce que vous pensez, et que donc oui, vous méritez toujours mieux, à condition que vous soyez en train de penser que vous méritez mieux pour aller le chercher, justement. Là est toute l'astuce, justement, parce que je vois trop de personnes qui ont des mauvaises relations et qui se remettent trop en question, ou trop de personnes qui se disent qu'ils n'ont pas droit à autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vraiment apporter des informations de qualité et des informations justes. Donc oui, quand vous vous dites, j'ai l'impression que cette personne que je qualifie de pervers narcissique dans ma tête, et pour moi d'ailleurs, parce que je ne le dis pas à l'autre, c'est juste pour moi avoir une référence. Donc je comprends ce dans quoi je suis, sinon je n'aurais pas cette compréhension et je serais certainement encore sous emprise, donc d'où l'intérêt de comprendre et de mettre des étiquettes, en tout cas dans ma tête à moi, de poser une forme de diagnostic mais dans ma tête à moi. Pourquoi ? Pour justement savoir comment agir avec tel type de personne, en face de quoi est-ce que je suis moi, et donc du coup, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça ? Si je suis une personne qui a cette tendance à se remettre fortement en question, je risque de m'y perdre, je risque de me faire mal moi-même à force de remise en question, alors que c'est pas légitime. Et c'est vrai que quand on a en face de soi une personne qui ne se remet pas en question, et ce de façon anormale, nous culpabilise très fortement,
parce que c'est le cas aussi des psychopathes, et on connaît la psychopathie plus dans la perversion narcissique, hein. Vous avez approché généralement ça par ce biais-là, eh bien oui, cette personne va vous renvoyer à vous-même, à vos propres soi-disant erreurs, manquements. Vous allez forcément trouver des choses que vous n'avez pas fait parfait. Surtout quand vous cherchez vous à être parfait, surtout quand vous cherchez vous à être validé par l'autre, surtout en fait quand vous avez un petit peu ce manque de confiance en vous. Et il ne suffit que d'avoir un petit peu un manque de confiance en soi pour possiblement, malheureusement, tomber sous emprise et avoir ce problème dans sa vie. Donc moi je me positionne chaque fois non pas du côté de la personne qui a un trouble de personnalité, un trouble psychiatrique ou un trouble comportemental, mais plutôt du côté de la personne qui est en face d'une personne qui serait comme ça. Parce que c'est important aussi de comprendre que parfois, certaines personnes qui ont ce type de maladie mentale, eh bien, vont nier leur propre comportement, leurs propres troubles, et penser que c'est comme ça, et que ça ne peut être que comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils sont enfermés dans leur monde, et donc forcément, ils ne verront pas la situation, la relation, de façon vraiment lucide. Et du coup, si vous prenez comme référence ce que cette personne vous dit, eh bien vous perdez vous-même dans sa folie en fait. C'est ce qui peut arriver avec les pervers narcissiques, ça peut aussi arriver avec d'autres personnes qui ont d'autres troubles, et on a un petit peu abordé le trouble borderline, eh bien là aussi ça pourrait être le cas. Attention, pas forcément avec tous les borderline, parce que certains se traitent, sont suivis, et donc ceux-là généralement vont moins avoir ce mécanisme-là, vont moins rejeter sur les autres leur propre comportement, et vont plus se rendre compte justement de ce dans quoi ils sont. D'ailleurs, cela peut souffrir beaucoup plus, s'excuser beaucoup plus, avoir beaucoup plus honte, mais sortir aussi beaucoup plus de ce trouble-là. Ils ont plus, entre guillemets, de chances de sortir de ce trouble-là. Et donc ça aussi, il faut savoir en face de qui je suis. Est-ce que la personne se remet en question ? Est-ce que c'est un degré qui est très fort ou pas très fort ? Est-ce que la personne est en chemin vers quelque chose de meilleur ? Est-ce que du coup, en fonction de moi, mon approche de la personne, est-ce que je suis en couple avec cette personne ? Est-ce que je suis amie avec cette personne ? Est-ce que je suis une connaissance ? Est-ce que je suis une voisine ? Est-ce que je suis une cousine ? Eh bien, en fonction de votre position par rapport à une personne, vous pourriez vivre ça très bien ou beaucoup moins bien. Moi, ce que je fais, c'est vous donner des outils pour vous protéger quand c'est nécessaire, mais aussi pour avoir confiance quand c'est une personne qui mérite votre confiance, quand c'est une personne avec qui vous pourriez établir de vraies, belles relations. Parce que effectivement, ça grandit vraiment notre vie d'humain que d'avoir des vraies, belles relations. Et donc, c'est important, du coup, de savoir à qui j'ai affaire. Et si je mets des étiquettes, c'est certes pas pour stigmatiser, certes pas. Si on parle de maladie mentale, c'est pas pour se moquer et dire ouh, t'as vu la personne là, elle va pas bien du tout. Et du coup, je pourrais lui coller une étiquette. C'est pas le but en fait. Le but, c'est moi avoir une carte du monde dans laquelle je m'y retrouve. Pour moi, pouvoir savoir ce que je peux espérer ou pas d'une autre personne, de cette personne-là ou de cette personne-là, pour ne pas attendre quelque chose non plus de démesuré d'une personne qui ne peut pas m'apporter quelque chose, parce que ça pourrait créer du désarroi non seulement chez moi-même, mais aussi chez l'autre personne à qui j'en demande beaucoup trop. Et donc, c'est important du coup de savoir faire la part des choses entre les différents profils. Donc non, on ne reste pas avec un pervers narcissique. Cette personne ne guérira pas. Une personne antisociale, il est probable que cette personne ne guérira pas, à moins d'avoir déjà été suivi enfant. Mais dans ce cas-là, à l'âge adulte, on ne pourrait pas le qualifier de personne qui a un trouble antisocial, parce que justement, ça aurait déjà été suivi. Cette personne aurait plus de références. Et donc, effectivement, la famille, on pense que la famille joue particulièrement un grand rôle. Donc les personnes qui entourent cette personne, les éducateurs, les enseignants, enfin tout ce qui a constitué l'enfance de cette personne va jouer un grand rôle pour donner ou non justement une possibilité de respecter les lois sociales et de comprendre la valeur de ces lois sociales et de pouvoir les intégrer. Parce que nous avons tous intégré en réalité les lois sociales et nous savons tous ce qui se fait ou ne se fait pas, même implicitement dans une relation. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent on est blessé par un pervers narcissique, parce que cette personne n'a pas respecté les lois implicites que quand on est en couple, on se respecte mutuellement, on ne s'utilise pas, on fait pour l'autre comme pour soi, etc., etc. Voilà un peu les règles implicites qu'on pourrait avoir
nous intégrer. Et elles sont un petit peu variables d'un individu à l'autre. Il y a des personnes plus loyales, plus honnêtes, qui fonctionnent plus comme ceci, plus comme cela. Et souvent, c'est aussi dû à sa famille, à ses références. Et aux références qu'on prend aussi ensuite, nous, qu'on décide de suivre ou non nous-mêmes. Parce que n'oublions pas qu'il y a aussi une décision qui peut être en tout cas très réfléchie, très conscientisée. Donc, on prend conscience de ça, c'est ça que je veux dire par ce mot conscientiser. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je referai certainement des capsules sur le trouble antisocial, autrement dit la psychopathie, qui est l'extrémité de ce trouble antisocial. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!